Et ce moment est arrivé sans bruit, le matin où j'ai démissionné. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de porte claquée, juste un email calme et un doigt tremblant au-dessus du bouton envoyé. Je me suis installée dans un chalet isolé au bord du lac d'Annecy, un endroit fait de bois de mélèze et de brume. Mais ma paix a été brisée par une simple vibration. Ma mère appelait. Tout dans ma nouvelle maison sentait le bois et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel loin des néons et de l'anxiété constante du cabinet de contentieux à la Défense. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul horaire était la brume s'élevant sur l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Béatrice sur l'écran ne ressemblait pas seulement à un appel. C'était comme une violation de domicile. Je l'ai regardé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se nouant en un point familier et acéré. Quand j'ai finalement répondu, il n'y a pas eu de bonjour. Il n'y a eu aucune question sur ma santé ou sur la façon dont je m'installais dans cette maison à 650 000 € que je venais d'acheter avec chaque centime de mon travail acharné. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une convocation. « Nous emménageons demain », a-t-elle dit. Le ton était plat, définitif, et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une annexe de la sienne. « Ton père a dit que c'était bon », a-t-elle ajouté comme si le silence passif de Gérard était un sceau d'approbation légale. Je me suis assise sur ma terrasse en bois, l'air froid frappant mon visage, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une clarté soudaine et tranchante. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accommoder. C'était l'ancienne Léa, celle qui considérait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste juridique en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Béatrice ne demandait pas une chambre. Elle préparait une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté avec un ton encore plus froid et tranchant, « Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à trouver un autre endroit. » L'audace de cette phrase m'a frappée comme un coup physique. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre dans la maison dont j'étais propriétaire. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas supplié pour qu'elle comprenne mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une étrange concentration électrique m'a envahi. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. J'ai réalisé qu'elle venait de me remettre la dernière preuve dont j'avais besoin pour cesser d'être une fille et commencer à être une propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus, et le silence du lac est revenu. Mais c'était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. J'ai marché jusqu'à mon bureau, mes pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert de valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai extrait un fichier que je tenais secrètement depuis des années. Un dossier que j'appelais le grand livre de la famille. Ce n'était pas une dépression nerveuse. C'était de la comptabilité. Au moment où la lune était haute au-dessus des sapins, le tremblement de mes doigts s'était arrêté. Je n'étais pas la victime d'une invasion. Je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai ouvert le tableur que j'avais gardé caché dans un dossier protégé par mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens gardent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Moi, je gardais des reçus alors que la lumière bleue de l'écran se reflétait dans mes yeux. J'ai réalisé que je n'avais pas été une fille pour Béatrice et Gérard depuis longtemps. J'avais été une investisseuse silencieuse dans leur version d'un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant plus d'une décennie. Et ce soir, le compte tombait enfin à 0. J'ai commencé à faire défiler. Cela avait commencé petit. 2 500 € pour une réparation de voiture qui ne semblait jamais avoir eu lieu. 800 € pour une facture d'électricité qui était soi-disant à une semaine de la coupure. Mais ensuite, les chiffres ont commencé à gonfler, fleurissant comme des ecchymoses sur une page. Sur 12 ans, le total était ahurissant. 140 000 €. C'était le prix de mon statut de bonne fille. C'était un abonnement mensuel que j'avais payé pour maintenir la paix, pour empêcher mes côtes de se briser et pour garder vivante l'illusion d'une famille. Une entrée spécifique m'a coupé le souffle, les 30 000 € que j'avais envoyés quand j'avais 24 ans. Je me souviens de cette année très précisément. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, vivant de café froid et d'adrénaline, dormant à peine.
Béatrice m'avait appelé, hystérique, prétendant que Gérard avait besoin d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire et que leur mutuelle avait une franchise énorme qu'il ne pouvait pas payer. Gérard était en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence agissant comme le renforcement muet de ses mensonges. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé mes modestes économies et contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais sauver la vie de mon père. 3 mois plus tard, je suis rentrée par surprise pour leur rendre visite. Il n'y avait aucune cicatrice chirurgicale sur Gérard. En fait, il semblait confus quand je lui ai demandé comment il se remettait, mais j'ai vu la vérité. Caché au fond du placard de Béatrice se trouvait un sac à main de créateur en édition limitée qui coûtait exactement 5 500 €. Et une série de reçus de spa haut de gamme qui justifiaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je m'épuisais au travail pour rembourser le prêt. Quand j'ai confronté Béatrice, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardée et a dit « Tu as tellement d'argent, Léa. Pourquoi ta mère ne pourrait-elle pas avoir quelque chose de beau elle aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à exploiter, pas un être humain à chérir. Assise là dans ma maison au bord du lac, regardant le total de 140 000 €, j'ai senti une vague de culpabilité essayer de m'engloutir. Une voix dans ma tête chuchotait que puisque j'avais déjà tant donné, je ferais aussi bien de donner cela aussi. Je pourrais tout aussi bien leur laisser la chambre d'amis. Mais ensuite j'ai regardé le lac. La brume était épaisse et grise, cachant l'eau. Mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans, et la banque était officiellement fermée. J'ai commencé à rédiger un décompte formel de chaque euro que je leur avais envoyé. Chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau extorqué par la culpabilité. Je n'ai pas laissé place au regret parce qu'il n'y avait plus de place pour lui. Il n'y avait que le bilan comptable. J'en avais fini d'être une fille avec un forfait d'abonnement. À 6 heures du matin, le silence du chalet a été rompu, non pas par le cri d'un oiseau, mais par la vibration aiguë et persistante de mon téléphone sur la table de chevet. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Béatrice ne comprenait ni les fuseaux horaires ni les limites. Elle ne comprenait que ses propres besoins. J'ai pris l'appareil et j'ai vu une photo. C'était un cliché granuleux d'un gros camion de déménagement jaune garé dans une allée que je ne connaissais que trop bien. La légende disait « Tout est chargé. Nous devrions être là d'ici midi. Assure-toi qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. » J'ai fixé l'image de cet énorme camion jaune, me demandant quelle carte de crédit ils avaient épuisé pour le payer, ou s'ils avaient utilisé les derniers restes d'argent volés pour financer cette invasion finale. Ils dépensaient leurs dernières miettes dans un pari, pariant que je serais trop faible pour les renvoyer une fois qu'ils seraient garés sur mon gravier. Je n'ai pas sauté du lit. Je n'ai pas ressenti le besoin frénétique de l'appeler pour lui hurler qu'elle ne pouvait pas venir. Je me suis simplement assise, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule, et j'ai regardé les messages commencer à affluer comme une séquence d'attaques scénarisée. Béatrice passait dans son mode de combat principal, la carte de la mère sacrifiée. « Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile avec nous », disait le texte suivant. « Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi, je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai passé 20 ans à m'assurer que tu avais tous les avantages. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que tu puisses avoir ce diplôme prestigieux et ce poste à Paris. Et maintenant, quand nous sommes dans l'embarras, tu veux nous traiter comme des étrangers. C'est déchirant, Léa. Vraiment déchirant. » J'ai fixé les mots 9 mois. Dans ma vie d'avant, ces mots auraient été une laisse me ramenant à un état de soumission coupable. Mais en les regardant à travers l'œil d'une analyste en contentieux, j'ai vu un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas un droit de squat à vie sur la santé mentale ou la propriété d'une fille adulte. Ma mère ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis vint le renfort. Gérard a finalement rompu son silence, bien qu'il soit clairement dicté par Béatrice.
Léa, sois quelqu'un de bien, disait son message. Ta mère est très stressée. Nous avons déjà donné notre congé pour notre appartement et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement de tenaille de culpabilité et d'urgence conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont pour s'assurer que je sois forcé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient d'être la fille soumise ou le méchant de la famille. Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé la brume rouler sur le lac. J'ai ressenti une étrange curiosité détachée. Je me demandais s'il réalisait que dans tous ces messages, dans toute cette mise en scène émotionnelle, pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon emploi ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas me voir. Il venait occuper une ressource. La réalisation ne m'a pas fait mal. Elle a tout simplifié. Je n'ai répondu à aucun message. Je ne leur ai pas donné le carburant d'une dispute. Les disputes sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé un café noir et je me suis rassise devant mon ordinateur. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à enjeux élevés, très bien. Mais ils entraient dans une salle d'audience, pas dans une réunion de famille. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné à nouveau 10 minutes plus tard. Je n'ai même pas regardé l'écran pour voir le visage de Béatrice. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, le cœur battant contre mes côtes, répétant une douzaine de façons différentes de dire non sans paraître ingrate. Mais cette Léa avait disparu. Elle avait été remplacée par une version de moi qui considérait toute cette situation comme une fusion d'entreprises ratée. Mes parents étaient la filiale tentant une prise de contrôle hostile de la société mère, et j'étais l'analyste juridique embauché pour y mettre fin. J'ai décidé de mettre en œuvre la méthode de la roche grise. C'est une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au cabinet. L'objectif est de se rendre aussi inintéressante, aussi peu réactive et aussi froide qu'un simple caillou gris sur le sol. C'était un moyen de priver Béatrice du drame dont elle avait soif. En devenant une roche grise, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre aucun carburant émotionnel, peu importe les provocations. Pour un narcissique, le silence est le tribunal ultime. Et j'étais sur le point de lui infliger une condamnation à vie. On ne discute pas. On n'explique pas. On ne se défend pas. Les narcissiques comme Béatrice se nourrissent des réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant une roche grise, je coupais son alimentation en oxygène. Je n'allais pas lui donner le plaisir d'une dispute ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un néant. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère. Je rédigeais un contrat de location saisonnière formel. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'utilisais depuis des années dans les litiges à enjeux élevés. J'ai énuméré les conditions avec une précision mortelle. Loyer mensuel, 3 500 €. Le tarif exact du marché pour une propriété de luxe au bord du lac dans ce département. Dépôt de garantie, 7 000 € payables intégralement à l'entrée. J'ai ajouté des clauses sur les heures de silence commençant à 21 h, une politique de non-fumeur strictement appliquée, et une disposition stipulant que toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. Ensuite, j'ai joint le tableur du grand livre familial en annexe. Je l'ai intitulé État des contributions familiales impayées 2014 à 2026. Je voulais qu'il voie le chiffre de 140 000 € noir sur blanc. Ce n'était pas un plaidoyer émotionnel pour qu'ils reconnaissent mon sacrifice. C'était une comptabilité de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement à ma loyauté avait été payé en totalité et que la facture était désormais en retard. Je n'ai pas renvoyé de message. Je n'ai pas rappelé Gérard. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email formel à leur compte partagé. L'objet était condition générale pour une occupation potentielle. J'ai limité le corps de l'email à une seule phrase froide.
Vous trouverez ci-joint les exigences juridiques et financières pour votre séjour dans cette résidence privée. Veuillez examiner et faire authentifier tous les documents par un notaire avant votre arrivée. J'ai cliqué sur Envoyer. J'ai ressenti un étrange sentiment de puissance. Pour la première fois en 31 ans, le sol sous mes pieds m'appartenait. Je ne réagissais pas à leur chaos. Je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde. Mon ordinateur portable brillait d'un lever de soleil différent, celui fait, de chiffres et d'une rétribution silencieuse. J'ai pris une gorgée de mon café noir et j'ai regardé l'eau. La brume commençait à se dissiper, révélant le bleu froid et profond en dessous. J'étais prête. Je ne me contentais plus de vérifier le grand livre. Je creusais dans les fondations de mon propre crédit. L'achat du chalet avait nécessité une plongée profonde dans mon historique financier. Et bien que la banque m'ait donné le feu vert, quelque chose dans les petits caractères me tracassait. J'ai ouvert mon rapport de solvabilité complet, la longue liste clinique de chaque dette et de chaque demande attachée à mon nom depuis 10 ans. Et c'était là, une ligne cachée dans un sous-menu de compte clôturé. Un prêt personnel de 45 000 €. Il était lié à l'ancienne maison de mes parents, celle dont ils venaient de partir. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, le 12 juin 2024. Je me suis appuyé contre mon fauteuil, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Je me souvenais parfaitement de juin 2024. J'avais passé tout ce mois-là à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui m'obligeait à être dans un bureau sécurisé à Canary Wharf de 8 h du matin jusqu'à minuit tous les jours. Je n'avais pas été dans le pays, et encore moins chez un notaire dans ma ville natale. J'ai extrait mes anciens relevés de voyage et bancaires de ce mois-là. Il n'y avait pas de vol vers la France. Il n'y avait que des débits pour le métro londonien et des cafés trop chers dans la capitale britannique. J'ai regardé à nouveau la copie numérique de la demande de prêt. Elle était là, ma signature, ou plutôt une version de celle-ci. C'était une imitation tremblante et travaillée de mon écriture, griffonnée sur un document qui me listait comme co-garante pour 45 000 €. Ils n'avaient pas seulement abusé de ma gentillesse. Ils avaient commis une usurpation d'identité. Ma mère avait gardé un dossier numérique de mes documents sensibles, ma carte d'identité, mon numéro de sécurité sociale et mes anciennes déclarations d'impôts de l'époque où je gérais leurs finances. Ils avaient contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille. Quelqu'un qui n'avait pas posé de questions quand ma mère avait prétendu que j'étais en voyage d'affaires mais que j'avais déjà signé les papiers à l'avance. Ils avaient transformé ma loyauté d'enfant en une arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, utilisant ma solvabilité parfaite comme garantie personnelle. Ce n'était pas une urgence familiale ou un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère au téléphone résonnait dans ma tête. Nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était bon. Soudain, leur précipitation à emménager chez moi prenait tout son sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis. Ils fuyaient les décombres du château de cartes financier qu'ils avaient construit en utilisant mon nom comme fondation. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes. Mais ces 45 000 € étaient toujours là, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me suis frotté les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. J'avais l'impression d'être de retour dans la salle d'audience, face à un prévenu qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup de grâce. Dans un litige, il y a toujours une pièce de preuve qui fait s'effondrer toute la défense. C'était celle-ci. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai simplement téléchargé le document et je l'ai enregistré dans un dossier intitulé Preuve. L'arrivée. La trahison n'était pas une tempête soudaine. C'était une pourriture lente. J'avais enfin décidé de l'exposer à la lumière. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait pas de chemin de retour pour redevenir une bonne fille, que cette Léa était morte, enterrée sous 45 000 € de dettes falsifiées. Alors que je regardais les premiers rayons de soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne protégeais plus seulement ma maison. Je me préparais à poursuivre mon passé.
Le bruit des pneus sur le gravier a annoncé leur arrivée exactement à midi. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon le SUV noir s'engager dans mon allée avec l'énorme camion de déménagement jaune que j'avais vu sur la photo le suivant de près. On aurait dit une ombre prédatrice suivant son éclaireur. Les deux véhicules se sont arrêtés avec la confiance non méritée d'une armée d'invasion. Béatrice est descendue la première, ses yeux scrutant immédiatement le bardage en bois et la grande terrasse avec un regard de satisfaction prédatrice. Elle ne regardait pas ma maison comme un lieu de guérison. Elle inspectait son nouveau royaume. Gérard a suivi, les épaules voûtées, portant cette même expression absente qu'il avait portée toute ma vie, le visage d'un homme qui regardait sa femme allumer des incendies et lui tendait simplement les allumettes. Ils n'ont pas frappé. Béatrice a poussé la porte d'entrée et a marché dans le hall comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la poussière sur les plaintes. Léa, tu aurais vraiment dû passer le balai avant qu'on arrive, a-t-elle lancé, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. La critique arrivait avant l'affection, comme toujours. Gérard se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me suis tenue fermement au centre de l'entrée, bloquant physiquement le passage vers le reste de la maison. J'avais vu assez de cas juridiques pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer la résidence. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol tant que les conditions n'étaient pas signées et que le piège n'était pas tendu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas proposé d'embrassade ou un verre d'eau. Je me suis simplement tenue près de la table de la salle à manger où 3 épais dossiers blancs reposaient en rangée. J'ai préparé quelque chose pour vous, ai-je dit. Ma voix était calme, presque détachée. Béatrice s'est interrompue, une lueur de suspicion traversant son visage. Oh, s'il te plaît Léa, ne commence pas avec ton mélodrame, a-t-elle dit en agitant une main d'un air dédaigneux. Nous avons conduit pendant des heures. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. Laquelle est la nôtre? Celle avec vue sur le lac. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier dossier et je l'ai fait glisser vers elle. Voici l'audit détaillé des 12 dernières années, lui ai-je dit. 140 000 €. Chaque loyer que j'ai couvert, chaque facture médicale que j'ai payée. Chaque luxe que tu as exigé sous prétexte d'une urgence. Le visage de Béatrice s'est crispé. Es-tu sérieusement en train d'essayer de facturer tes propres parents? A-t-elle exigé, sa voix montant dans ce registre familier d'indignation outrée. Gérard a bougé, mal à l'aise, regardant le sol. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert le deuxième dossier. Voici une copie de la demande de prêt de juin 2024, ai-je dit. 45 000 €. Elle comporte une signature qui ressemble remarquablement à la mienne, malgré le fait que j'étais à Londres le jour où elle a été authentifiée. Béatrice a pâli si vite que c'était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant et absolu. Je l'ai regardée droit dans les yeux. C'est un crime, maman. C'est une usurpation d'identité et une fraude bancaire. J'ai les relevés de voyage et les preuves médico-légales pour prouver que je n'étais pas là. Et ne pense pas que ton ami notaire soit à l'abri non plus. J'ai déjà rédigé une plainte formelle pour faire révoquer sa licence, accompagnée d'une poursuite civile pour négligence professionnelle. Je suis en train de démanteler tout le réseau que tu as utilisé pour me trahir. À commencer par quiconque a osé apposer un sceau légal sur tes mensonges. J'ai ouvert le 3e dossier. Ceci est un contrat de location de courte durée. Si vous restez en tant que locataire. Vous paierez 3 500 € par mois. Vous signerez cet accord qui inclut une clause stipulant que vous rembourserez les 45 000 € que vous avez volés dans les 24 mois, sinon je remettrai ce deuxième dossier au procureur de la République. L'explosion que j'attendais a fini par arriver. Béatrice a hurlé que j'étais ingrate, que j'étais un monstre, et que la famille ne faisait pas ça. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient aucune prise sur moi. J'étais une roche grise. J'étais un tribunal. J'étais la loi dans ma propre maison. Gérard a finalement parlé, la voix tendue. Léa, c'est extrême. Non,
ai-je répondu calmement. Ce qui était extrême, c'était de supposer que vous pouviez disposer de ma vie quand bon vous semblait. Vous pensiez que votre autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée au portail. Vous pouvez signer l'accord et payer votre place, ou vous pouvez remonter dans ce SUV et trouver un autre endroit. Le choix vous appartient entièrement, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat. Béatrice a regardé autour de la pièce, et pour la première fois, elle l'a vue pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas briser. Elle semblait plus petite, soudainement plus vieille. Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Sans un mot, Béatrice s'est détournée et est sortie, ses talons claquant sèchement sur le bois. Gérard l'a suivie, renfort silencieux jusqu'à la fin. Je me suis tenue sur la terrasse et je les ai regardés s'éloigner. L'océan de sapins verts a englouti le SUV. La peur qui avait défini ma vie s'est dissoute dans une certitude froide et magnifique. J'étais enfin seule, et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le bruit de leur moteur s'est estompé dans le lointain jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les pins. Je suis restée longtemps sur la terrasse, regardant le soleil descendre vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et paisible, faisant écho au calme qui était enfin revenu dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant, avec une musique triomphale ou un effondrement dramatique en larmes. Mais ma victoire était silencieuse. C'était le bruit d'une porte lourde qui se verrouille enfin. C'était le sentiment d'une dette réglée, non pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai regardé les 3 dossiers blancs posés sur la table. Ils ressemblaient à des fournitures de bureau ordinaires, mais ils étaient les plans de ma libération. Je les ai ramassés et mis dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 140 000 € de soutien documenté. 45 000 € de dettes falsifiées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que pour la première fois en 31 ans, je n'attendais pas que le ciel me tombe sur la tête. Je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je vivais, tout simplement. Au cours des semaines suivantes, le silence du chalet est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Béatrice ou de Gérard. Il n'y a plus eu de messages sur le devoir familial ou les cœurs brisés. Quand on montre à un prédateur la cage qu'on a construite pour lui, il revient rarement tester les barreaux. J'ai passé mes matinées à regarder la brume et mes après-midi à marcher sur la rive. J'avais échappé à la pression écrasante dans mes côtes, et à sa place, j'avais trouvé une force tranquille et constante. En repensant à cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose que beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous enseigne souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie n'importe quel sacrifice de soi. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un masque plus aimable. Si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, rappelez-vous que vous avez le droit de faire un audit sur votre propre vie. Vous avez le droit de compter le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause de ce qu'on appelle le coût irrécupérable. L'idée que parce que nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une belle chose, mais ce n'est pas une condition nécessaire à votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver votre voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est juste l'acte de se libérer de l'attente qu'elle changera un jour. Je n'ai pas reçu d'excuses et je n'ai pas récupéré mes 45 000 €, mais j'ai récupéré mon avenir. J'ai appris que non est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres. Elles sont destinées à protéger la version de vous qui a enfin appris à respirer. Si vous tremblez aujourd'hui avant de prendre une décision difficile, sachez que la paix de l'autre côté vaut chaque seconde de lutte. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne ferme avec votre famille pour sauver votre propre santé mentale, dites-le moi dans les commentaires. Votre paix vaut bien le prix de leur inconfort.
Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de se choisir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de reconstruction et de justice. Cette histoire nous plonge au cœur d'un dilemme universel: jusqu'où devons-nous aller par loyauté envers notre propre famille? Léa incarne cette force tranquille qui, après des années de manipulation émotionnelle et financière, finit par transformer ses compétences professionnelles en un bouclier de protection. Le passage de la fille dévouée à l'analyste juridique froide et précise est un moment de libération puissant. Trop souvent, le concept de famille est utilisé comme une arme pour justifier l'inacceptable, mais comme le montre ce récit, mettre des limites n'est pas un acte de haine, c'est un acte de survie. La découverte de l'usurpation d'identité par ses propres parents est le point de non-retour qui nous rappelle que le respect doit être la base de toute relation, même biologique. Le silence final de Léa n'est pas un vide, c'est une plénitude retrouvée. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Léa a été trop dure avec ses parents en exigeant un contrat de location et en menaçant de porter plainte, ou est-ce la seule façon de traiter avec des personnes qui ne respectent aucune limite? Avez-vous déjà dû couper les ponts ou imposer des conditions strictes à un membre de votre entourage pour protéger votre santé mentale et votre avenir? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes dans la même situation.